Et voilà, notre enregistrement est parti. Donc, formellement, je vous dis bonsoir tout le monde. Je m'appelle Annie, je suis directrice des opérations d'Agile Montréal. Donc, il y en a sûrement parmi vous qui m'ont déjà vu dans d'autres événements. Sinon, pour tous les autres, enchanté. Par contre, je dois vous dire que j'avais bientôt quitté Agile Montréal, donc c'est peut-être un des derniers moments qu'on va se croiser. On a une super candidate, là, Kim, qui va reprendre le relais au cours des prochaines semaines. Donc, vous aurez la chance de la rencontrer. Fait que merci d'être avec nous ce soir, c'est vraiment apprécié. Je posais la question au niveau des communications parce que j'essaie toujours de faciliter la vie aux gens. Si vous êtes intéressé par l'agilité, que vous êtes à Montréal ou que je dirais que vous faites partie de la francophonie là, en mode virtuel, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, les canaux sont ouverts, comme on dit. Ben, je vous invite vraiment à vous abonner à l'infolettre d'Agile Montréal qui est accessible à partir de notre site web. On est également présent sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter. On a également un Slack. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans le chat de notre Slack qui est public. On a presque 800 abonnés, membres à notre Slack. Donc, si vous voulez échanger avec des membres de la communauté sur différents sujets, c'est l'endroit où aller, je dirais. Fait que voilà, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à notre conférencier de ce soir, Franck Martin. Comme on disait, il n'est pas à sa première fois. Puis, je pense que ton sujet de ce soir, Franck, a suscité beaucoup d'engouement. Donc, je te laisse aller. Puis, si tu veux, je vais t'aider au cours de la conférence avec le chat s'il y a des questions et tout le tralala. Ça marche. Donc, oui, donc des fois, vous allez me voir faire tourner la tête comme ça parce que j'ai plusieurs écrans. Ce que je voulais, c'était justement profiter de ce moment-là pour remercier Agile Montréal et puis te remercier Annie. Hein, c'est pas parce que c'est la dernière fois, j'allais le faire de toute façon. C'était toujours un plaisir de travailler avec toi. Donc maintenant, tu t'en vas, je vais arrêter les conférences. Je le sais, c'est terminé pour moi les conférences avec Oh Agile Montréal. non! C'est joke. Mais non, non, et puis bonne continuation pour la suite. Là ce que je voulais vous partager, c'est un sujet, justement, je pense, assez d'actualité sur l'agilité, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions par rapport à ça, et notamment sur l'aspect de comment devenir durablement une organisation apprenante. Donc, à travers ça, à travers cette conférence, n'hésitez pas, d'une part, à m'arrêter, parce que je suis, pour ceux qui me connaissent, je parle beaucoup, donc il faut m'arrêter. Et puis, et surtout, en fait, à travers cette conférence, je vais essayer de vous montrer l'approche que j'ai. Donc, il y a vraiment quelque chose de concret. Donc, je vais repartir d'un préambule au départ pour bien comprendre pourquoi je pars de ça. Puis après, je présente l'approche qui me semble quand même assez originale. Ça ne devrait pas être quelque chose que vous avez entendu à d'autres endroits. Je n'essaie pas de reproduire des choses que j'ai pu voir, même si je me sers de plein d'idées que j'entends de partout. Et puis, il y aura un petit test, un petit jeu, enfin, très court, vous allez voir, je vous ferai à un moment donné. Ouais, c'est un truc que j'ai rajouté parce que dernièrement, j'ai entendu un truc, je me suis dit, tiens, ça peut être marrant d'échanger avec vous là-dessus. Puis évidemment, cette conférence fait écho à deux précédentes qui avaient été faites en 2021, ou même, tu disais janvier, la dernière, je ne sais plus à la fin. Enfin, il y en avait deux. La première, c'était de la vision à la solution interagiste, un peu pour comprendre un peu comment ça s'orchestre, mais en mode agile. Et puis la deuxième, j'avais été, là, la manière dont je présente, je change un peu mon titre, c'était pourquoi l'agilité à l'échelle dans notre système économique n'est peut-être pas entièrement possible pour tout de suite. C'est le pour tout de suite que je rajoute dans le titre que j'avais donné. Mais donc, j'avais fait une approche pour expliquer cela, et notamment par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, dans l'idée, en fait, après, je me suis dit, est-ce que j'aurais dû faire celle-là que je fais maintenant avant? Je ne sais pas. Euh, En fait, on nous dit depuis trois décennies, enfin depuis un certain temps, qu'on doit tous être agiles, hein, on doit tous être flexibles, adaptables. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire raisonnablement et finalement, comment d'y parvenir à l'échelle d'une entreprise, hein. Donc, pour moi, l'agilité, c'est pas une saveur sur laquelle on pourrait saupoudrer cela sur un plat. C'est pas une activité tiens, que je vais faire demain pendant ma pause déjeuner. C'est pas un phénomène de mode aussi qu'il est de bon ton de pouvoir discuter en communauté.
Et dans le jargon d'entreprise, ce n'est pas non plus du Kanban, ce n'est pas non plus du Scrum, ce n'est pas non plus du Safe, du MVP, du valeur d'affaires, du Lean Budget, du Servant Leadership, du centré client, du Product Owner. C'est pas ça. C'est bien plus que ça, d'après moi. Et donc, je vais essayer aujourd'hui avec vous d'apporter de la clarté et de la cohérence sur ce mot qui est pour moi galvaudé au travers de l'organisation apprenante. Ça va? Alors, alors excusez-moi, j'ai un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout le reste de ma présentation en slide est en anglais. Je vais le faire en français, je suis désolé. Je n'ai pas eu le temps comment dire, de traduire tout. J'aurais eu des bouts en français, un bout en anglais. Donc, j'ai tout laissé en anglais. Par avant, je m'en excuse. S'il faut, si nécessairement, après cette conférence, vous sentez le besoin d'avoir ces slides-là mais en français, je les traduirai sans problème, hein. Et il faudra qu'à un moment donné, je puisse trouver du temps pour les traduire. Mais la conférence, je la fais en français. En fait, il faut que je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que pour moi, mon métier à moi, c'est de permettre aux organisations locales ou internationales, petites ou grandes, privées ou publiques, de développer leur cœur de métier. C'est-à-dire, en fait, d'imaginer, de bâtir, de livrer des solutions. Donc, des solutions, c'est des produits, c'est de l'expérience, c'est des services, du savoir-faire à valeur ajoutée auprès de leurs clients. Puis les clients, ça peut être plein de types de clients, des utilisateurs finaux, des citoyens, des employés, des acheteurs, des sponsors, enfin un certain nombre de personnes. Voilà. Et en fait, je le fais dans l'idée aussi d'atteindre l'efficacité stratégique et opérationnelle d'une startup. Donc là, on se retrouve, si vous voulez, sur la volonté de faire cela finalement dans un type d'organisation apprenante. Et pourquoi je fais ça? Moi, j'ai débuté ma carrière il y a bien longtemps maintenant. J'espère que tout le monde était né quand j'ai débuté. C'était en 1995. J'ai débuté pour un groupe qui s'appelle Decathlon et à date, dans tous les groupes, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est pour moi l'entreprise qui est le plus proche, voire qui est complètement organisation apprenante. C'est un groupe qui est quand même à 250 000 personnes. Aujourd'hui, on les connaît au Canada. Et donc, à travers ça, j'ai toujours essayé de reproduire ce type de fonctionnement dans chacun des types de mandats que j'ai pu parcourir en équipe avec tout le monde. Juste un préambule avant de commencer, c'est que, bon, je ne suis pas un spécialiste, hein, je ne suis pas le spécialiste international des organisations du travail, hein. J'essaie de résumer un petit peu ce qui se passe et de faire ça simple. Mais grosso modo, il y a trois organisations de travail. C'est plus compliqué, on s'entend. C'est juste pour pouvoir expliquer ce que je voudrais pouvoir dire, c'est qu'il y a une partie du Taylorisme qui se caractérise finalement par une faible autonomie des employés, par une très forte répétitivité des tâches et des tâches qui sont très spécifiées et spécifiques, hein, et par un faible contenu cognitif aussi du travail. Ça, c'est le Taylorisme. Prenez, je donne souvent comme exemple les entrepôts Amazon, je pense qu'on n'est pas loin de ce niveau-là. L'organisation dite, j'ai rien contre Amazon, hein, c'est une très belle entreprise en passant. L'organisation dite solution, ça c'est tout le reste en fait, c'est une organisation en fait. Bon, ne cherchez pas le terme, hein, il n'existe pas sur Internet. J'ai vu plusieurs choses là-dessus, j'ai simplifié. C'est en fait une organisation orientée autour de la solution en fait. C'est de la solution à réaliser dans lesquelles les employés cherchent sans cesse de s'adapter aux exigences du marché. Et puis là-dedans, il peut y avoir de l'agilité quand même, il peut y avoir du lean, il peut y avoir aussi des micro-tâches, il peut y avoir un certain nombre de choses dans ce type d'organisation, mais les gens sont concentrés autour de leurs solutions. Et les organisations, on va le détailler plus après, mais les organisations apprenantes sont finalement sont beaucoup plus orientées sur la participation des employés. Donc, il promeut le partage, la remise en question, la flexibilité, l'autonomie, l'intelligence collective. Il y a au début, je pars dans les concepts, mais rassurez-vous, je pars assez rapidement après dans les exemples. Mais sachez que Peter Senge, c'est un professeur en management américain qui a été finalement un des premiers à avoir commencé à parler des organisations apprenantes.
Et en 1990, il a écrit, coécrit, je ne sais plus avec qui, mais la cinquième discipline, dans lequel il définit cette organisation comme une organisation, je cite, dans laquelle les gens développent sans cesse leur capacité à produire les résultats qu'ils souhaitent, où des façons de penser nouvelles et expansives sont favorisées, où l'aspiration collective est libérée et où les gens apprennent continuellement à apprendre ensemble. J'aime bien le terme apprendre continuellement à apprendre ensemble. Voilà, donc je trouvais que la définition est assez bonne. C'est toujours intéressant de voir que finalement, bien avant que je commence à réfléchir sur le sujet, il y avait déjà des gens qui avaient déterminé et réfléchi sur le sujet en le disant mieux que je peux le faire aujourd'hui. Donc, la raison d'être d'une organisation, pareil, il faut comprendre ce que c'est une organisation, c'est d'imaginer, de bâtir, comme je disais tout à l'heure, distribuer des solutions à valeur ajoutée auprès de ses clients. Alors, depuis des idées au travers de chaînes de valeur, de pouvoir le faire aussi sous couvert d'une vision, évidemment, des stratégies pour y arriver, de son identité, de ses capacités en termes de ressources de personnes, en termes de ressources financières, en termes de ressources technologiques, immobilières, enfin, un certain nombre de propriétés intellectuelles, enfin, il y a un certain nombre de choses, c'est sa capacité à le faire. Et cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle finalement l'écosystème du cœur de métier de l'organisation. Voilà. Et donc, la raison d'être d'une organisation, c'est de faire ça. Sinon, il n'y a pas d'organisation. Sinon, c'est aller boire un verre avec un copain ou une copine un soir. Mais quand on intervient dans les organisations, qu'elles soient de tout type, à but lucratif ou non, il y a une raison d'être. Et évidemment, ça n'a échappé à personne qu'aujourd'hui, ça je le redis, mais le monde change, le monde est de plus en plus complexe, le fameux monde VICA, que la technologie qui est digitale a véritablement accéléré tout ça, qu'il y a une recherche de sens des activités de plus en plus fortes parmi les gens, et puis que la pandémie a finalement vraiment renforcé ce sentiment-là. Donc, par rapport à ça, il semble quand même que les organisations apprenantes, ce sera à nuancer quand même, mais les organisations apprenantes semblent être la meilleure réponse à cette complexité environnementale, car elles permettent non seulement de créer, de développer et de transmettre du savoir, mais aussi, et je dirais surtout, de modifier ses comportements, en fait, de modifier ses comportements, ses processus, son organisation pour s'adapter et anticiper un tel environnement, en fait, un tel environnement complexe. Et il est clair que, pour moi en tout cas, que donc, ce type d'organisation a besoin, à minima, de développer son agilité à l'échelle. Ça, on va en rediscuter après. Alors, une organisation, ça peut être une petite équipe, ça peut être un groupe composé de plusieurs équipes, ça peut être une entreprise composée de plusieurs groupes et plusieurs équipes. Souvent, on dit à l'échelle, on a l'impression quand on dit l'agilité à l'échelle, c'est parce qu'on est une petite équipe, et puis si on est une grande entreprise à 22 000 personnes, c'est ça l'échelle. Non, non, je veux dire, une organisation ici, on a l'agilité à l'échelle. L'agilité à l'échelle, on parle de la vision jusqu'à la solution, des stratégies aux opérations, de l'idée, encore une fois, à la solution, etc. Et donc, on l'a aussi dans une petite équipe. Dans une start-up, il faut pouvoir penser cette agilité à l'échelle de l'écosystème de cette organisation-là. Ça va pour l'instant? Je ne vois pas de questions ni de commentaires dans le chat. Je vois un pouce en l'air des participants. Bon, tant mieux. Et Ziad qui dit que ça va avec un grand sourire. Bon. Donc, en fait, donc mettre l'agilité à l'échelle dans les organisations, encore une fois, c'est un processus global, complexe et long. Heureusement, le marché est pourvu d'une multitude d'aides, en fait, de partenaires, d'approches qui nous aident dans cette aventure. Pourtant, il faut bien reconnaître que beaucoup d'organisations n'ont toujours pas eu les résultats escomptés, en fait. Alors, il y a plusieurs raisons, vite, mais grosso modo, premièrement, c'est que les organisations, c'est complexe, c'est complexe à maîtriser de bout en bout. Qu'en plus de ça, d'amener son monde à l'intérieur de cette organisation à un monde multidisciplinaire, varié, multigénérationnel, qui ont des motivations et des maturités différentes, c'est difficile à embarquer.
Puis après, aussi, les solutions proposées, c'est parfois, je redis, c'est partiel ou en silo. Et donc, ça ne prend pas la mesure de l'ensemble de l'écosystème. Ou alors, c'est des modes d'emploi qui sont un peu linéaires ou alors complètement compliqués. Et alors qu'il faudrait appliquer mécaniquement, alors que justement l'intention première de l'agilité, c'est de pouvoir se passer d'une recette qui fonctionnait en fait. Donc c'est là où on arrive. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le 70-20-10, si ça vous dit quelque chose. Donc en fait, le 10% de notre apprentissage provient d'un mécanisme formel au travers des canaux traditionnels tels que la formation, les études, les certifications, les lectures, les podcasts, etc. 20% au travers de nos échanges, de nos interactions sociales, de nos rencontres au travers de différents projets, de discussions sur ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Et 70% au travers des expériences de terrain pratique, en fait. Et donc, ce que ça veut dire, et je crois vraiment à ça, puis c'est comme ça que j'ai conçu cette approche que je vous présente là. Sans la pratique terrain, il est difficile aujourd'hui d'accompagner les entreprises. C'est difficile de dire ce qu'il faudrait faire si on n'a jamais fait. C'est un peu mon idée. Donc, il y avait une publicité, pour ceux qui connaissent peut-être, qui commence à dater maintenant, mais qu'on ne voit plus. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu la retrouver, mais qui était une publicité sur laquelle on voyait, je ne sais plus sur quel thème, je ne sais plus ce que c'était comme produit, mais il y avait, on finissait une rencontre, on arrivait à la fin d'une rencontre où deux consultants étaient en train avaient présenté quelque chose à un grand patron. Et puis le grand patron les regarde, il disait ouais, super, vraiment. Moi, je suis consultant, donc je parle de moi-même finalement. Et il regarde les deux consultants, il dit ouais, super, ben allez-y, faites-le. Et donc les deux consultants disent ben non, nous on ne fait pas, on propose, mais on ne fait pas. Donc ça ne marche pas aujourd'hui. Voilà. C'est un peu l'idée. Et que parfois dans l'agilité, je trouve que, et je ne sais pas si ça peut faire agir le groupe là actuellement, n'hésitez pas, mais parfois, on voit beaucoup de choses qui sont d'accompagnement. Par exemple, vous prenez le concept MVP, Minimum Valuable Product. C'est une façon, vous connaissez peut-être ou pas, mais c'est une façon de décomposer le produit. Pour faire simple, la solution, si vous lisez Internet, si vous faites quelques certifications, finalement, vous êtes capable de dire des choses là-dessus. Vous êtes capable de coacher presque quelqu'un. Mais dans la réalité, une fois qu'on est sur le terrain, les personnes s'en aperçoivent en fait. Ils ont besoin d'autre chose et puis ils vont s'apercevoir s'il n'y a pas de contenu. Donc c'est bien de comprendre l'idée, mais c'est important de voir la pratique. Et dans la pratique, on découvre tellement d'autres informations. Donc c'est un peu l'idée de la manière dont j'ai construit cette approche. Et vous allez voir, cette approche, elle est, de faire simple, cette approche, elle est basée sur 3 principes. Voilà, notamment sur la notion de ce que je viens de dire, là, des 70-20-10. La première approche, c'est une approche par la pensée systémique, en fait, où des fois on entend la vue holistique, qui permet de prendre en compte l'ensemble de l'écosystème, de l'organisation et comment à l'intérieur, les différents domaines influencent ensemble, en fait. Donc, pour résoudre un problème, pour développer un nouveau produit, pour mettre en place une nouvelle organisation, il est nécessaire de comprendre cet écosystème. Et je reviens sur ce fameux Peter Senge américain. Le management disait, le management approche trop souvent des problèmes complexes sur la base de modèles simplificateurs. Nous avons tendance à nous concentrer sur des parties plutôt qu'à voir le tout et à ne pas voir l'organisation comme un processus dynamique. Sur la partie dynamique, vous allez voir, j'en parle un peu plus. Donc, vraiment, l'idée, c'est avoir la compréhension de l'ensemble pour répondre à des spécificités. Et parfois, on n'a pas cette attitude-là. Et puis, l'enjeu principal qu'on a dans nos interventions, c'est comment on définit, comment on est capable de savoir où on intervient finalement, comment on définit cette partie-là. Et puis, il faut savoir aussi qu'on est très rarement dans des bonnes conditions pour le faire. On n'a pas toujours la bonne organisation, puis hop, on aborde les différents sujets qu'on souhaiterait aborder. Et qu'en plus, parfois, on n'a pas le temps de comprendre complètement cet écosystème. Si vous prenez SAFE,
donc un des leaders des méthodologies aujourd'hui, ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle. Tout ce qu'il présente part sur l'idée qu'on a une structure, network structure qui fonctionne pour faire un produit. Voilà. Donc tout va bien, on a bien localisé ce truc-là. Puis avec ça, si c'est une petite organisation, bon, on fait ça. Si c'est un peu plus gros, on fait ça. Puis si c'est encore plus gros, on fait ça. Grosso modo, Safe, c'est ça. C'est très bien, c'est très bien. C'est pas mal, hein, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait des formations. J'ai déjà donné des formations Safe. Pour autant, on n'est jamais dans cette considération-là. Donc, il faut être capable aujourd'hui, c'est ça un des enjeux de notre métier, c'est de pouvoir délimiter ce truc-là pour pouvoir ensuite tirer tous les bénéfices de l'agilité à mettre en place et pour être capable de faire le fameux cœur de métier. Alors moi, pour simplifier, j'ai mis 5 domaines ici, en fait. Ces 5 domaines-là, donc le premier, c'est l'agilité d'affaires. Donc l'idée, je fais simple, hein, parce que c'est évidemment plus compliqué que ça derrière, mais c'est grosso modo de traduire en opération la vision et les stratégies dans un carnet de solutions allant des initiatives métiers et technologiques jusqu'au plus petit élément proche de l'utilisateur final. Donc, parfois, à travers des méthodologies comme Safe, Scrum ou compagnie, on va parler de stories. Le deuxième, les personnes et les actifs constituent en fait toutes les ressources qui contribuent à développer cette agilité d'affaires. La technologie, donc on voit bien aujourd'hui que l'innovation de la technologie et du numérique, qui est en perpétuelle évolution, permet véritablement d'accélérer un certain nombre de choses au sein d'une organisation. Par exemple, de se rapprocher du client, de développer de nouvelles compétences numériques, d'améliorer les flux opérationnels, de fournir des données sécurisées en temps réel aux personnes ou aux machines en fonction du besoin. Et franchement, la technologie, d'ailleurs, on l'a vu pendant la pandémie, est devenue aujourd'hui un service de première nécessité, hein, au même titre que l'électricité. Ne pas avoir de Wi-Fi et puis d'ordinateur en pleine pandémie, c'était assez difficile. Et donc, ensuite, l'identité culturelle des organisations, c'est l'énergie en fait, qui permet aux équipes stratégiques et opérationnelles, hein, l'ensemble, à être inventives, à passer à l'action, à prendre des risques, à comprendre le sens de leurs activités. Et le dernier, le spin, ce que j'ai appelé le spin, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler l'agilité à l'échelle, si vous voulez, c'est vraiment la colonne vertébrale de la structure qui permet en fait de créer l'harmonie sur l'ensemble des domaines, de faciliter le passage de toutes les énergies, de créer un mouvement cohérent et permanent. C'est véritablement penser à un individu avec sa colonne vertébrale. On est vraiment là, mais le faire à l'échelle d'une entreprise, c'est quelque chose de bien plus complexe. L'agilité à l'échelle, c'est ça. Donc, pensée systémique de son écosystème permet de mieux répondre, encore une fois, aux spécificités. Et le penser, vous voyez, le penser agile, en fait. Alors, on utilise encore agile, mais c'est agile sur l'ensemble des domaines. Et pour ça, j'ai un deuxième principe, c'est que de considérer que cet écosystème, qu'une organisation, plutôt, est un système vivant opérant au sein de son écosystème pour faire son cœur de métier. Donc, à l'intérieur de cet écosystème, comme dans un organisme multicellulaire, chaque domaine et chaque thème sont attentifs les uns aux autres. Alors, c'est compliqué, hein, évidemment, parce que c'est pas, vous voyez, mes domaines, c'est pas des trucs en silo. C'est pas bon, il y a un truc là, puis un truc là. C'est vraiment tout est imbriqué. Mais en fait, à chaque fois avec des objectifs différents. Donc, je vous avoue que depuis 25 ans, finalement, plus de 25 ans, j'enrichis ces différents domaines en permanence, avec des données et des thèmes divers. J'apprends toujours par rapport aux actions terrain, par rapport aux gens que je rencontre. Et à chaque fois que je vois des nouveautés, j'essaie toujours de créer des associations entre elles. Et parfois même aussi, quand on connaît leur histoire, parce qu'il y a parfois des histoires, au design thinking, il y a une évolution à travers le temps de ça, par exemple. Ça permet de mieux l'intégrer et mettre beaucoup plus de relief dans cette organisation imbriquée que cherche à faire. Et donc, ce principe
bah, ça me permet de ne pas suivre nécessairement un manuel, un mode d'emploi, un manuel d'instruction, mais d'apprendre finalement à partir des expériences que je rencontre, qu'on rencontre. Évidemment, ce catalogue de thèmes s'améliore, comme je disais, au fil de son entraînement, à mesure qu'on est exposé à davantage d'informations, davantage de données, exactement comme nous l'aurions finalement dans du machine learning, à la différence quand même que dans ce que je présente, l'algorithme, c'est nous, c'est les habitants de cette planète en fait. Voilà. Et vous voyez que donc en créant cette connexion-là, là, comme la représentation visuelle que je vous ai donnée, je n'ai pas fait un schéma où j'ai commencé à analyser toutes les connexions qu'il pouvait y avoir. C'est impossible à faire. De la même façon que vous auriez un cerveau, et un cerveau, c'est 100 milliards grosso modo, 100 milliards, un peu moins, je crois, mais 100 milliards de neurones. Si vous prenez 1 cm3 du cerveau, vous allez avoir 10 milliards de possibilités de connexion, voilà, de connexions nerveuses, de synapses. Donc, c'est impossible à représenter, même en 3D, c'est impossible à représenter. Ben, mon système, c'est aussi la même chose. En plus, il y a des concepts qui sont plus ou moins abstraits. Donc, mais voilà. Donc, c'est en tout cas toujours chercher à créer cette dynamique parce que c'est un système vivant. Donc, encore une fois, comprendre l'écosystème dans son ensemble, faire en sorte qu'il soit un élément vivant. Mais après, évidemment, c'est compliqué. Comment on fait pour pouvoir faire quelque chose avec ça? Eh bien, c'est le troisième principe que j'amène, qui est le storytelling et puis story living. Donc, l'idée, c'est de co-construire, d'ailleurs, c'est toujours construire avec ensemble la bonne histoire à raconter. Donc, ça, c'est le storytelling, que nous allons ensuite vivre, le story living, pour réaliser finalement nos solutions comme nous le ferions comme un épisode, enfin une série de Netflix ou un jeu vidéo de Warner, d'Ubisoft ou EA. Et, et voilà. Pourquoi le storytelling? Parce que c'est vraiment ce qui nous permet de connecter les émotions à la raison, en fait, et de convaincre les acteurs d'adhérer à ce sur quoi on veut aller, de s'attacher aussi au produit ou à la solution qu'on veut réaliser, de se savoir se situer dans cette histoire, quel rôle on a, etc. etc. Ça crée vraiment une force. Très souvent, quand je travaille avec des équipes, parfois je dis, mais je ne comprends pas ton histoire. C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que vous voulez créer? Et ça, c'est super important. Et voilà. Et donc, pour créer son histoire, là, on a besoin d'attaquer tous les fronts en même temps. Vous voyez, si je crée un jeu vidéo, alors je suis intervenu dans le jeu vidéo, donc c'est pour ça que je connais un peu. Si vous créez juste là, si vous juste commencez par le narratif, là je fais extrême, on crée l'histoire. Bon, des fois on part d'une histoire existante, on l'adapte à un jeu vidéo, on crée les dialogues, on crée ce qu'on appelle les script driven, qui sont des scripts qui sont lancés quand on s'approche des personnages automatisés, enfin, etc., etc. Puis quand on a fini ça, maintenant allez, on s'attaque au déroulement de l'histoire, le gameplay, etc. On voit, puis après, une fois qu'on a fini ça, c'est pas possible. En fait, pour y arriver, on attaque tout en même temps. En fait. On attaque tout en même temps, évidemment, en attaquant le tout à la fois, c'est quand même complexe. On attaque tout en même temps, et puis comme avec une décomposition jusqu'au plus petit sujet qu'on peut réaliser, tester, apprendre de cette expérience. Mais le tout à la fois pardon, est complexe. Et donc, on y va petit peu à petit, pardon, par petits pas en fait. Donc, toujours en favorisant l'action aussi. C'est-à-dire qu'on passe assez rapidement à l'action, on réfléchit et on passe à l'action pour voir ce que ça donne et on teste nos conceptions pour avoir rapidement les retours d'expérience. Ça, c'est le mode de fonctionnement agile. Voilà. Mais il faut le faire, vous voyez, sur l'ensemble des domaines. Et je crois vraiment, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, des petits gestes, des petits actes qui permettent réellement des grands changements. Et en même temps, si vous voulez, ça permet de faire transformer des organisations en étant connectées à leur activité, en fait, et sans même qu'elles s'en aperçoivent. Donc, c'est des changements par petite action. Alors, le mouvement, c'est bien, il faut se donner quand même, pour éviter de tomber dans du bruit, de la cacophonie,
il faut se donner des objectifs, des jalons simples, etc., etc., puis que ce soit clair pour tout le monde. Et puis, grosso modo, les intentions qu'on veut atteindre, intention, j'utilise souvent ce mot, qu'on veut atteindre tous ensemble. Parfois, quand j'amène ce sujet-là dans les équipes en mode agile, qui sont habituées à travailler sur des backlogs, puis on avance dans le backlog, et parfois, j'ai des difficultés à leur expliquer en me disant, oh, mais non, mais si tu fais ça, on fait du Gantt, on revient sur du traditionnel. Mais non, l'agilité, c'est pas non plus de partir tête baissée, puis on voit ce qui se passe, quoi. C'est qu'est-ce qu'on veut atteindre, quoi. C'est vers quoi on veut aller. Mais par contre, c'est une autre approche plus simple, où c'est plus clair, on fonctionne par intention, puis on voit comment on peut y arriver en fonction des enjeux qu'on peut rencontrer, et on donne beaucoup de latitude aux équipes. Ça va? Donc, ce principe-là, hein, c'est pour moi, et c'est comme ça que je fais, en toute honnêteté. En tout cas, j'essaye de le faire. C'est pas toujours facile. Parfois, c'est des environnements qui sont compliqués ou toxiques, pas ouverts à ça. Mais j'essaye toujours, avec les équipes, tous ensemble, qu'on puisse finalement faire notre solution. Voilà, imaginer, bâtir, livrer ces solutions-là de la même façon qu'on fera un jeu vidéo. Ça se construit pareil. Voilà. Et donc, je fais le parallèle avec ce que je vous ai expliqué pour le jeu vidéo. C'est ça, en fait. C'est ce sujet-là. Alors là, est-ce que vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, dites rien, ceux qui ne connaissent pas, n'allez pas chercher sur Internet, c'est qui peut me donner rapidement la somme des nombres entiers de 1 à 100? Je vous ai dit, hein, vous travaillerez un peu. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire rapidement? Hein? 500? Combien tu dis? 500? 500? Ok. Bon, moi, tu l'as dit vite. J'aurais pas su la réponse, hein, je te le dis tout de suite. C'est pas effectivement une question existentielle, si on s'en sort, si on n'a pas la réponse. Pourquoi je vous montre ça? Vous allez voir. Je parle de la visualisation ici. Vous avez pu remarquer, j'essaye, bien ou pas bien, ça c'est notre affaire, je n'ai aucune idée. J'espère bien, en tout cas, pour vous. Pour moi, d'ailleurs, moi je le fais aussi pour moi, parce que j'ai besoin de visualiser, et que c'est super important pour comprendre un certain nombre de choses complexes. Alors, pourquoi je vous parle de ça en vous demandant le nombre des entiers? Donc, vous auriez pu partir en disant, avec une feuille, mais là c'est un peu plus long, comme je vous avais dit, rapide. 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, etc., jusqu'à plus 100, puis on arrive en 5500, 5050. C'est ça le résultat, en fait. D'accord? Donc, on aurait pu l'aborder aussi en disant, réfléchissons, il y a certainement une méthode. 99 plus 1, et voilà. C'est ça, la méthode de Gauss, pour ceux qui connaissent, donc mathématicien 1700, je ne sais plus combien, et je suis très mauvais pour les dates, et qui paraît-il, hein, c'était un prodigue assez jeune, il avait une capacité de faire des calculs mentaux assez rapides, mais notamment grâce à des méthodes. Donc là, il a réfléchi à une méthode, il avait été questionné, paraît-il, à 10 ans par son professeur, et puis il avait répondu super rapidement. Et donc il avait inventé cette approche, en fait, en prenant voilà, 1 plus 100 égale 101, 2 plus 99 égale 101, donc vous comprenez le système, 50 plus 51 égale 101, donc il y a 50 fois un 101, donc ça fait 5050. Et là, avec une méthode, on a trouvé une méthode dans ce cas-là, et ça a pu permettre la réalisation de ce calcul beaucoup plus rapidement. Donc parfois, de se poser des problèmes, des questions sur les méthodes, c'est intéressant. Mais parfois, il n'y a pas de méthode. Et il y a une autre approche, d'ailleurs, je n'ai pas corrigé, il y a une autre approche, c'est de se dire, de visualiser. Vous cherchez à visualiser en disant, voilà, le 1, je mets là, le 2, je mets ces 2 carrés de 1, 1, je mets en dessous, le 3, c'est 3 carrés de 1, 1. Je descends comme ça 100 fois jusqu'à 100. D'accord? Je descends 100 fois jusqu'à 100. Et si je prends le l'air du triangle, c'est égal à 5000. Ce n'est pas à peu près égal, c'est égal à 5000. C'est à peu près le résultat, évidemment, parce que ce n'est pas tout à fait un triangle, d'accord, ça. Mais vous voyez, c'est une approche par visualisation. En fait. C'est assez énorme, la visualisation. Moi, je trouve ça assez bon. C'était juste en aparté. C'est qu'à chaque fois, et donc ça, c'est pas de moi, hein, c'est David Bessis, c'est un mathématicien français qui désacralise les mathématiques, en fait.
quand on dit les mathématiques, c'est pas pour moi, c'est parce que pour lui, dans l'apprentissage, on l'a mal conçu, on aurait dû l'expliquer autrement, et puis, etc. Et notamment, il parle beaucoup de visualisation. Là, c'est assez incroyable. Il arrive à imaginer des choses. Il y a, par exemple, des dimensions enfin, les dimensions. Dimension 1, bah, c'est un point. Dimension 2, c'est un plan. Dimension 3, c'est l'espace. Dimension 4, on peut dire que c'est l'espace-temps. On arrive encore vaguement à imaginer un truc. Puis après, dimension 5, etc. Bah là, moi, j'imagine plus rien. Mais il est par l'effort perpétuel de réfléchir par visualisation, il arrive à déceler quelque chose. Il part quand même de formalisme, hein, c'est-à-dire des mathématiques derrière qui expliquent les matrices, par exemple, à une dimension. Et puis, il est capable de développer une intuition, finalement, en faisant ça, et donc de pouvoir décortiquer des situations complexes. Voilà, tout ça pour vous dire, c'était un aparté. J'ai pas de glace, hein, donc j'ai plutôt fait ce truc-là. C'est par rapport au fait que c'est comme ça que j'ai construit aussi, pas au niveau d'un David Bessier, hein, attention, en mathématiques, c'est pas ça. Mais c'était cette réflexion de dire comment je peux visualiser ces complexités. C'est comme ça que j'en suis arrivé à ces principes. Encore une fois, vous rappelez-vous le 70-20-10, hein, c'est-à-dire j'ai appris plein de choses sur le terrain avec plein de gens, j'ai appris plein de choses en lisant, j'ai appris plein de choses en communiquant avec plein de personnes. Tout ça, c'est composé comme ça, mais c'est grâce à la visualisation que j'ai pu essayer de faire quelque chose. Et moi, j'en avais besoin aussi pour moi, pour comprendre dans quoi j'embarquais. Puis quand c'est dans une situation complexe, ben, il faut trouver des idées. Le triangle, c'était une bonne approche pour essayer de voir comment visualiser tout ça. Donc, ce que je vous dis là, ces trois principes, ça fonctionne quels que soient les sujets, hein. Quelles que soient les problématiques, quels que soient les domaines d'affaires, les technologies, les secteurs, les tailles, le public, le privé. Et là, évidemment, ça se travaille différemment, mais à chaque fois, c'est dans la même idée, en fait. Et ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Et alors, d'ailleurs, c'est assez marrant, dans mon histoire professionnelle, j'ai eu pas mal de gens qui, à chaque fois, quand j'intervenais, me disaient nous, tu sais, Franck, c'est différent notre domaine. C'est compliqué notre domaine. Sous-entendu, ben, on ne peut pas l'aborder par des principes. En même temps, les principes, l'avantage des principes, ça s'aborde partout, en fait. Ce n'est pas une méthode, c'est pas un mode d'emploi. Ce sont des principes. Bah, à chaque fois, j'entendais ça. Donc, au début, je dis ah bon, ah mince, dans quoi je suis tombé? Bon, bah, ok, on y va quand même. Puis après, je dis ouais, ok, bien sûr. Mais en fait, oui, il y a moyen de décortiquer la complexité et la complexité, je vais y arriver. Il y a toujours moyen de le faire. Et on y arrive toujours parce qu'il y a toujours un cœur de métier, en fait. Il y a toujours une raison d'être de l'organisation, de la vision à la solution. Ça, c'était un bout de la présentation pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui avaient assisté, mais je crois qu'il n'y en avait pas, mais j'avais fait une présentation en 2021, fin 2021 sur de la vision à la solution en mode agile, où j'ai expliqué plein de choses, design thinking, etc., à ma façon, enfin, en voulant simplifier, hein, sans considérer que je suis un expert de quoi que ce soit d'ailleurs. Et à chaque fois, les trois principes fonctionnent en fait, de ce type d'approche globalisante de tout ça. Et en plus, ça apporte une transformation organisationnelle. Je trouve, parfois dans un débat, j'entends la gestion du changement va permettre de faire une transformation organisationnelle. Mon point de vue à moi, non. C'est-à-dire que, vous voyez, là, les 5 domaines, la manière dont ça s'articule, comment on crée une histoire, etc., faut avoir fait du hockey pour comprendre le hockey, quoi. Faut avoir pratiqué, il faut avoir réfléchi sur plusieurs domaines. Par contre, la gestion du changement souvent intervient dans les équipes pour nous aider à mettre en place des stratégies quand on doit développer une nouvelle chose au sein d'entreprises, par exemple, qui sont internationales ou qui sont syndicalisées ou plein de choses. Ils vont nous aider à nous apporter des choses. Mais ils n'ont pas nécessairement le contenu, c'est un partenariat ensemble qui permet de faire ça. Et donc l'agilité, c'est ça aussi, hein. C'est pas juste pour moi au niveau opérationnel, c'est tout cet ensemble-là. Et c'est encore une fois, c'est pas de faire de l'agilité, c'est d'imaginer, de bâtir et de livrer des solutions. Alors, quand on est dans des résolutions d'une idée à un instant T, en fait, résoudre une idée à un instant T, ça ne suffit pas. Alors, une fois qu'on a fait quelque chose, on l'a livré, c'est terminé, c'est super, mais ça ne suffit pas. Il faut en même temps, pour moi en tout cas, installer les conditions qui permettent de pérenniser et de faire évoluer justement la solution qui était amenée.
Tiens, je vais donner un exemple. J'avais travaillé dans le monde du tourisme. C'était sur un programme e-commerce. Il avait fallu, on avait mis toute une organisation. Donc, on livrait un produit, on livrait un produit d'affaires, on livrait un produit technologique, on livrait une façon de faire. C'était qui permettait à ce groupe-là de pouvoir commercialiser un certain nombre de choses à travers la planète. On avait mis toute une organisation d'agilité à l'échelle pour pouvoir le faire. Pour autant, il y avait une date de fin, ce programme-là. Donc, ce qu'on avait fait, c'était de pouvoir d'expliquer en même temps que, attention, dès que vous allez vous arrêter à la fin du programme et qu'on aura livré la solution, vous n'allez pas être capable de la pérenniser, de la faire évoluer. Il faut que cette organisation qu'on vient de mettre en place, vous puissiez la répandre beaucoup plus généralement au sein de l'entreprise ensuite, sinon vous allez perdre les avantages de ce que vous avez demandé, en fait, et que ça va partir en désuétude. Voilà. Donc, comme je disais, ces 3 principes fonctionnent sur n'importe quel sujet, et d'autant plus sur des transformations directement en agilité. Là, je vous disais que sur n'importe quel sujet, indirectement, on apporte aussi une transformation agile, sans que les gens le sachent nécessairement, parce que ça permet de faire ce que je viens de dire, de pérenniser, etc. Pour autant, il peut y avoir des sujets directement de transformation agile, et là, ça marche super bien. Donc, ce qu'on fait, c'est que, alors, prends les 3 principes que je vous ai parlé, on apporte un diagnostic, donc afin de connaître un peu la maturité, les forces et faiblesses de l'organisation, ses objectifs, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire aussi, hein, parce qu'on peut leur proposer de force de proposition aussi, mais en même temps, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et puis après, de lancer, donc sur la transformation agile, hein, faire un kick-off, dire voici ce qu'on va faire dans la transformation agile, indiquer une planification, des intentions claires, etc. Puis en même temps, de se coller, de s'intégrer au cœur de métier. Ça a un avantage considérable de se coller au cœur de métier, c'est parce que déjà, les gens comprennent mieux. Ah, ok, la transformation agile associée à mon cœur de métier, ça parle beaucoup plus aux gens. En plus, ça leur demande d'être disponibles, parce que si on fait une transformation, il faut que les gens soient disponibles. Et donc, c'est parfois difficile parce qu'ils sont attachés à leur cœur de métier, même surchargés par leurs activités sur le cœur de métier. Quand on les amène comme ça, eh bien, ça permet de dire, OK, on va faire la transformation en même temps que je fais mon cœur de métier. Donc, ça leur permet de trouver plus de temps aussi. Ils ont la capacité de se libérer beaucoup plus facilement et donc de faire une réussite dans la transformation. Puis, dès qu'on a fait le plan, on passe à l'action. On fait d'inspection réguliers, hein, vous connaissez ça, à chaque sprint ou à chaque incrément ou à chaque je ne sais pas quoi, ou régulièrement pour régulièrement pouvoir corriger notre planification si nécessaire, notre direction, etc., etc. Donc, ça vous rappelle rien, cette partie-là? Non, perdu le. Attendez, hop. Ça vous rappelle rien? Il y a Catherine qui écrit Oui, PDCA. PDCA, exact. Oh, plusieurs Plein personnes. d'autres check acts. Ouais, exactement. Entre autres, c'est le Lean Startup Build, Measure, Learn. C'est un certain nombre de choses comme ça, donc ouais, qui est quand même un concept fort de l'agilité, mais c'est aussi la façon de faire chez les sportifs. Les sportifs, c'est ah ok, je vais faire du tennis, je vais comprendre comment ça marche un revers. Ok, ouais, je crois que j'ai compris, j'y vais, je suis sur le terrain. Ah bah mince, ça marche pas du tout mon machin. Je repars, j'essaye quand même, je repars, je réessaye de recombre. Ah oui, il y avait ça, et je repars. C'est cette façon de faire, mais ça marche aussi pour les artistes. On va commencer par un croquis, on va corriger, avancer. Enfin, voilà, c'est une démarche qu'on pousse dans les entreprises. Et ça, l'agilité, pour ça, elle a été plutôt bien indiquée. Et ça fonctionne spécifiquement. Alors, je ne sais pas pourquoi mon écran il se ferme de temps en temps. Je suis désolé. Alors, ça sous-entend dans mon autre cas que ce diagnostic qui peut apparaître souvent pour voir l'évolution et se dire non, plutôt, excusez-moi, je vais oublier cette partie-là. C'est-à-dire qu'à travers une transformation agile, on essaye de faire à chaque fois, c'est que durant cette transformation-là, c'est varier le coaching. Au départ, il y a un accompagnement, mais si progressivement, puisqu'on met en place un certain nombre de choses pour que l'organisation, l'entreprise devienne une organisation apprenante ou devienne autonome dans un premier temps, eh bien, en fonction de cet avancement, il y a un moment donné, il n'y a plus besoin de coaching.
C'est-à-dire qu'on n'est pas là, de toute façon, pour rester à vitam aeternam. L'idée, c'est de pouvoir lancer les choses, voir s'il faut aller jusqu'au bout, il faut avoir des actions bien marquées, si vous voulez. Mais l'idée, ce n'est pas de rester toute notre vie au sein de l'organisation, c'est de leur permettre de créer quelque chose, de leur amener de la valeur, mais en même temps qu'ils puissent prendre en main cette valeur-là. Et pour devenir, et ça, c'est une orientation vers l'organisation apprenante. Ça va? Est-ce que Paris est toujours là? Enfin, France est toujours là? Dort pas? Oui, pas encore. Tiens bon, on arrive pas loin de la fin. Là j'arrive vraiment sur des cas concrets. Donc, je parlais de diagnostic, ben voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai pu développer. Je reprends mes 5 bouts, là, qui sont certes indiqués pour le visuel comme ça, mais qui, vous avez compris, qui sont hyper imbriqués les uns aux autres. Et puis, je refais 5 thèmes, en fait, là-dedans. Donc, il y a une réflexion, hein, il y a du travail derrière, hein, avec des questions simples derrière, des idées pour pouvoir être capable de faire de la cotation, en fait. Alors, la cotation, c'est de la cotation relative. Ce n'est pas une cotation pour comparer les organisations. C'est une cotation, ça peut pas, je me penche, c'est pas très grave, je veux dire, si est-ce que c'est 4 ou 3, on s'en fout. L'idée, c'est de pouvoir être capable, en fonction de ça, de comprendre les forces et les faiblesses de l'organisation, ce vers quoi aussi ils veulent aller, ce sur quoi on peut travailler et définir justement ce fameux plan là que je vous ai montré tout à l'heure précédemment pour pouvoir le faire. Et puis après, on est capable de comparer avec la même organisation. Ouais, c'est vraiment quelque chose de simple parce que j'ai vu ça, je n'ai pas vu sur le marché, il y a quelque chose comme Business Agility F qui fait des schémas un peu, qui fait des radars, ils appellent ça des radars, sur pas mal de sujets, quoi. Donc, le visuel ressemble un peu finalement à mon visuel, mais moi, c'est sur un truc et puis c'est vraiment concentré sur l'organisation apprenante et je prends toutes les parties en même temps. Là-dedans, il y a du self, là-dedans, il y a plein de choses, quoi. Il y a du business agility, il y a un paquet de choses, mais rendu très, très simple après. Alors, évidemment, là, je ne vous montre pas les questions, mais derrière, c'est super simple. Donc, si je prends un cas d'usage que j'ai pu avoir avec un groupe dans l'énergie, eh bien, ils ont plusieurs groupes. Ce qu'on a fait, pareil, un diagnostic, comme je vous expliquais, kick-off, stratégie, plan, etc. Puis paf, on est parti. Et on est parti. Dans un premier temps, on a pu se dire, bah, tiens, là, ça serait bon on l'a adapté. Vous voyez, ça, ce que je vous montre là, ça serait fait différemment ailleurs, dans notre contexte. Là, par rapport à ce diagnostic et puis le plan qu'on a décidé, ben, on s'est dit, on va pas commencer, mais parce qu'on fait tout à la fois, hein, on fait tout en même temps. Là, je montre séquentiellement, mais c'est tout fait à la fois. Mais il va être important comme de se regarder si on est bien un groupe, si on est bien un mode produit, un truc qui ressemble à un mode produit avec du business, avec du système d'information, avec du stratégique, des opérations, etc. Donc, il y a un travail qui a été fait là-dessus. En parallèle, on a aussi travaillé sur les rôles et responsabilités, notamment le rôle product owner, product manager ou product management, qui est souvent un rôle qui est difficile, qui est assez nouveau, hein, pour Expedia, par exemple. On a mis ça en place en 2005, ou même avant. Ils commencent à connaître, mais pour d'autres groupes, c'est assez nouveau. C'est vraiment pas du client-fournisseur. Et donc, il a fallu travailler pas mal là-dessus. Les chefs de projet présents, les directeurs de programme présents, comment ils font, les chefs de produits, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Enfin, on a toujours travaillé en permanence sur différents sujets et on a découvert au fur et à mesure de l'avancement qu'est-ce qu'on allait pouvoir rajouter là-dessus. La partie mindset était super importante, notamment un des sujets, c'était le management c'était un management virtuel, hein, puisque c'est récent. Ce groupe-là, on lui demandait de se transformer en agilité et en même temps, la pandémie est tombée. C'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc, il a fallu créer un mindset aussi pour dire que c'est possible de le faire aussi en virtuel. Il fallait aussi réfléchir parce que c'est plusieurs équipes, hein, il y a plusieurs strates, plusieurs couches de synchronisation, de voir en termes de rythme, etc. etc. Parce qu'il faut rythmer, il faut mettre en mouvement ce groupe-là, puis s'assurer qu'il y a une synchronisation. En termes de technologie, ben, on a plus regardé là, cette partie, pour cette fois-ci, la partie Jira, la partie Advanced Roadmap, c'est un outil qui permet de gérer le portefeuille, évidemment. Être capable de faire le portefeuille, d'être capable de comprendre sa solution. Alors, là, les équipes, c'était monoproduit, donc chaque équipe avait un produit, donc il y avait une dizaine de produits, on va dire, puisqu'il y avait d'autres équipes transverses.
Ce qui fait qu'on le faisait par équipe et l'idée, c'était après de faire quelque chose de plus transverse. Et puis, au niveau de la direction de ces groupes-là, bah, pareil, c'est une autre approche parce que ce n'était pas tout à fait en mode produit, mais d'abord, on a bien reconcentré c'est quoi votre vision, un diagnostic, créer une équipe matricielle. Alors ça, c'était ce qui était proposé et je suis parti, donc je ne peux pas dire que je l'ai fait avec eux, mais c'est ce que je comptais faire. Un kick-off, de la même façon, mais au niveau de la haute direction. Puis il y avait un sujet sur l'in-budget qu'il fallait connecter, un sujet sur l'agilité d'affaires, il fallait rassocier avec les partenaires d'affaires et notamment un sujet qui était la valeur d'affaires, la connecter. Il y avait une réflexion sur comment on pilote tout ça à travers un Kanban, par exemple, le portfolio de Kanban, etc. Et évidemment, tout ça est interrelié, interconnecté. Donc là, je viens de me montrer pour un groupe énergie, mais dans la même approche, le ministère de la Famille, là, c'était un redressement d'un programme à faire de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions. Un des gros coups, ben, il y a eu une transformation, si vous voulez. L'idée, c'était de faire un redressement, mais en plus de faire ce redressement en termes d'affaires, en termes de technologie, en termes d'équipe, etc., on a mis en place ce mode. On a fait une transformation complète d'agilité à l'échelle. On est passé, pour ceux qui connaissent, de Macroscope à quelque chose qui ressemble à de SAFe. Il y a une question pour moi, c'est ça, Sébastien? Oui, Franck, bonjour. Je voulais Bonjour. te poser une question. Là, sur la slide d'avant, tu parlais du mindset, qui a une partie du travail, c'est arriver à changer le mindset dans l'entreprise des employés. Je sais que c'est une partie du travail qui est très qualitatif. Parfois, on se heurte à des gens qui travaillent quand même d'une certaine manière depuis des années. Est-ce que tu as, je ne sais pas moi, ton meilleur conseil ou une méthode peut-être que tu as pu utiliser pour le mindset en particulier qui s'est avérée fructueuse? Je serais curieux parce que moi, je ne saurais pas forcément trop comment m'y prendre spécifiquement pour cette partie du travail. En fait, le groupe en question, c'est une bonne question, hein, Sébastien. Je te reconnais, Sébastien, j'ai reconnu ta voix. Mais c'est une bonne question. C'était pas gagné. Je récupérais un groupe où il y avait des coachs qui avaient été virés, il faut le dire comme ça, qui ne correspondaient pas, c'était tendu, etc. Puis je suis arrivé dans ce groupe-là où on m'a dit, tu vois pourquoi je raconte ça? On m'a dit, ouais, installe ça, et puis, bon, c'est dit poliment, attention, hein, et avec respect, peux-tu installer un outil qui s'appelait Portfolio? C'était pas Advanced Roadmap, c'est Portfolio. Avec ça, on va être capable de faire du portefeuille, mais non, c'est pas l'outil. Enfin bref. Et puis, va voir les équipes opérationnelles pour aider, etc. J'ai fait mon diagnostic. Hein. C'était rapide, le diagnostic que je vous montre. Hein. Assez rapide. Et puis, je reviens vers les patrons. Puis, je leur dis, bah, non, je ne vais pas vous faire ça. Ah. Alors, pourquoi je ne vais pas vous faire ça? Parce que si tu veux, d'ailleurs, si vous voulez, je vous le fais. Bon, je peux le faire. Hein. Moi, ça me fait de la facturation. Honnêtement, je parle comme ça parfois. Et je dis, mais ça ne va vous apporter pas grand-chose parce que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Je propose autre chose, un autre plan, etc., etc. Et donc, là, c'était un exemple concret, mais la manière dont je me suis exprimé, la manière dont j'ai orchestré, si tu veux, l'approche avec notamment le management, ça les a bousculés, en fait. Tu vois, Sébastien? Et donc, et en fait, tout simplement, là, j'étais comme un rôle de coach agile, mais j'étais quand même engagé, en fait. C'est-à-dire que je participais avec eux en mode de coach agile, mais dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de travailler avec les équipes, etc. Ça a donné beaucoup et de voir que ça marche en virtuel. Les gens, en fait, ils étaient juste perdus, en fait. Hein. Leur vrai souci, c'est qu'ils avaient perdu la visibilité ascendante et descendante. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était de l'aide. C'était de les aider à. C'est pas facile. Hein. Moi, des fois, je rappelle, j'ai dit, attendez, on vous demande une transformation agile, vous êtes plus de 100. On vous demande, en plus, c'est la pandémie virtuelle. Vous n'avez jamais fait ça, moi non plus d'ailleurs. C'est compliqué, quoi. Il faut accepter. Et donc, tu vois, c'est le langage, la communication, et puis le fait aussi que j'avais pas mal travaillé sur le terrain. J'avais des Scrum Masters notamment qui étaient solides. On avait été en chercher, on avait renforcé la partie Scrum Master. Ça fait que j'avais des gens de terrain, des agents de terrain forts, qui fait que j'ai pu faire embarquer tout le monde en montrant l'exemple, en fait.
qui est un bon exemple Ok. ou pas, mais ça a bien marché. Et puis c'est vraiment devenu. Et le truc que je disais souvent, donc toi, c'est pas des méthodes vraiment, c'est l'expérience en fait. Mhm. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question justement, parce que Ouais. je suis sûr qu'il n'y a que l'expérience qui te permet un moment d'arriver à des solutions. Mais c'est sûr que quand tu as des gens qui, si je puis dire, prêchent la bonne parole avec toi au sein de l'entreprise, comme les Scrum Masters le faisaient, j'imagine que c'est déjà très Alors, important. toi, il y a une réflexion, c'est-à-dire que moi, j'étais connecté avec la haute direction de ce groupe-là, connecté avec le terrain, donc je suis allé voir aussi le terrain. Enfin, toi, il y a tout un travail. Ça aurait pu ne pas marcher, hein, parce que s'ils n'avaient pas voulu, c'est facile de détruire, en fait. Hein. C'est toujours compliqué de créer. Mais ils ont embarqué, et puis, je n'aurais pas fait non plus des phrases magiques, en fait, aussi. Donc, dans le changement de mindset, ça a apporté beaucoup aussi. De dire, ce qu'on veut, c'est le passage à l'action. J'avais fait même un truc visuel, toi, j'avais dit à tout le monde, j'avais dit, on va essayer de faire un mouvement comme ça. Voilà. Transformation agile. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va essayer d'ici là. Donc, il y avait en 3 mois, hein, même en 2 mois, puisqu'on a commencé vraiment en octobre. Et d'ici décembre, c'était l'année 2020, faut qu'on arrive à sentir ça. J'aurais fait un truc comme ça, en fait. Et si tu veux, et puis là, quand on va sortir ça, bah là, on va commencer à avancer. Et donc, c'est ça qui a changé le mindset. Après, je coachais aussi le management. Hein. Une fois, je leur disais, tu sais, euh, donc c'est plein, toi, c'est du changement de mindset step by step et Ouais. engagé. Mais dans l'action, c'est-à-dire, je ne faisais pas juste des réunions de posture. Qui suis-je pour faire ça d'ailleurs? Mais je faisais d'autres choses aussi en parallèle. J'étais aussi sur le terrain, je revenais les voir, je challengeais leur chef. Enfin, c'est tous ces trucs-là qui fait qu'on a avancé. Puis quand on a commencé à avoir des résultats, après, c'était parti en fait. Mhm. C'était le plus dur, c'est de lancer le truc. Ok. Merci beaucoup, Franck. Merci. De rien, c'est ça. Et donc là, voilà, j'avais parlé de ministère, ça marche pareil, mais aussi pour le jeu vidéo, ouais, je pourrais donner des tonnes d'exemples. La même façon, bah là, le jeu vidéo, c'était la création d'un jeu vidéo pour Guy Laliberté, qui avait créé l'entreprise après le Cirque du Soleil, Lune Rouge. Et l'idée pour moi, je connaissais un jeu vidéo. C'est très intéressant le jeu vidéo. Assez toxique comme environnement en termes de management, croyez-moi, ça n'a pas toujours été très simple. Surtout comme moi, je venais d'un milieu où je n'avais pas livré du triple A. Hein. Par contre, avec les équipes, livré plein de choses ailleurs, dans des majeurs, mais pas dans le jeu vidéo. Donc ça c'est compliqué. C'est un milieu assez consanguin que j'adore. Hein. J'ai plein d'amis là-dedans. D'ailleurs, c'était eux qui étaient venus me chercher là-dessus. Et on a créé quand même ce premier studio, la phase de conception du jeu qui n'est pas encore sorti malheureusement, j'espère qu'il sortira. Et l'idée, c'était de recréer une autre façon de faire, parce que le jeu vidéo, c'est compliqué. Hein. Et donc, ils ont tendance quand même finalement à faire un truc à la mode production de masse, comme on ferait des voitures. Et donc, l'idée, c'était d'amener vraiment cette agilité, cette organisation apprenante. Et puis, j'ai eu des bons succès là-dessus. C'était plutôt très, très intéressant. Donc voilà, si je résume, c'est ça l'approche en fait. Vous voyez, c'est 3 principes. Donc Agile Ecosystem Thinking, Human Being Learning, Storytelling, Storytelling. Et à travers ces 3 principes, ça passe partout. C'est sûr que c'est alimenté pas mal par du 70-20-10. Moi, ce que j'aimerais bien aujourd'hui dans ma vie professionnelle, c'est de pouvoir travailler avec plein de gens pour continuer à alimenter ce machin-là, parce que c'est vous tous qui me permettent d'alimenter ce truc-là. Puis en même temps, d'accompagner ces principes-là auprès d'autres personnes pour pouvoir les appliquer sur le terrain, parce que ça fonctionne bien. Honnêtement, ce n'est pas toujours facile parce qu'on a des environnements qui peuvent être parfois compliqués. C'est là où l'expérience, c'est sûr que ça aide un peu, parce que quand on a des cheveux blancs comme moi, bon, bah, voilà, c'est un peu plus compliqué de me dire des choses et de dire des choses auprès des équipes qui sont sur le terrain. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font, hein. Que ce soit stratégique ou opérationnel, les gens qui sont dans l'action, j'ai déjà rien que le fait qu'ils soient dans l'action, j'ai beaucoup de respect, et donc ça s'arrête là. Et voilà, et donc ça permet vraiment pour moi, mon métier, c'est d'essayer de créer de la clarté, de la cohérence et de la cohésion. Et vous voyez, encore une fois, est-ce que je fais de l'agilité? Je ne sais pas. Ce que je fais, c'est comment peut-on ensemble faire le cœur de métier d'une organisation de 5 ou de 100 000 personnes dans un monde qui est complexe, donc en créant quelque chose qui soit flexible, adaptable, souple, ce qu'on pourrait appeler l'agilité. Ça va? Est-ce que vous avez des commentaires,
des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous parle? Ça vous paraît surprenant? Pas du tout? Délirant? Trop concret? Enfin, vous pouvez pas me lancer des tomates, hein. Je suis désolé, on est en virtualité. Ça, c'est... J'avais fait cette blague. J'avais travaillé chez Métro Richelieu. Puis c'était sur un gros sujet, hein. C'était le sujet omnicanal. Le fameux... Si vous voyez, maintenant, vous pouvez commander depuis votre téléphone votre liste de courses et vous la faire livrer chez vous. Moi, j'avais travaillé avec eux sur la conception justement de ce truc-là. Donc, j'avais le marketing, les VP marketing. Puis quand je leur présentais les trucs, je leur disais, on était en physique, hein, c'était en 2014. Je leur disais, ne lancez pas de tomates par contre, hein, dans l'épicerie. C'est une blague à 2 balles. Mais pour ceux qui me connaissent, je suis un peu des blagues comme ça parfois, mais en présentant des sujets importants. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y en a qui ont allumé leur caméra, puis il y a Catherine Oui, qui a salut, levé la Catherine. main. Ça va bien, Catherine? Excellente Bonjour. coach, hein, Catherine, une très, très forte coach. Toujours un plaisir à travailler avec en passant. J'apprécie beaucoup. Mais tu m'as volé les mots là, que j'allais dire de toi. Je croyais que tu allais me poser une question. Tu as une question. Là, tu me poses une Ah question oui, super vache. Je ne peux pas Je répondre. pensais juste à quelque chose. Non, parce qu'il faut beaucoup de charisme pour dire non à un directeur, tu sais, comme tu disais tantôt. Tu sais. Oui. Fait que ça prend beaucoup d'authenticité, de charisme, de transparence. Puis, tu as vraiment un exemple dans le cas que tu as mentionné. Je suis en train de penser, tu sais, des fois, ça prend des fois quelques conditions idéales, hein? Quelques conditions initiales, mettons. Puis, il y en a 2 qui me viennent en tête, puis on peut bien en nommer d'autres, là, mais il y en a une, c'est un certain buy-in de la direction. Tu sais. Sans ça, comme Franck n'aurait pas pu vraiment coacher un directeur, quoique, il a commencé par lui dire non, tu sais. Fait que c'est déjà... Après, il y a eu son buy-in. Non. C'est ça. Puis je pense à la deuxième Pierre. condition, ce serait... Ouais, deuxième condition, ce serait peut-être une certaine ouverture et une certaine curiosité des personnes en place. Ouais. Et tu sais, c'est une bonne question. Enfin, je ne sais pas si c'est une question d'ailleurs, Catherine, mais après, j'ai présenté ce que j'ai montré un peu, ce que c'était le next step. Malheureusement, j'ai quitté pour différentes raisons. Pas d'ailleurs pour le client que j'apprécie beaucoup. Il est là, donc il faut que je fasse attention. Il est là, donc faut que je fasse attention à ce que... Non, j'apprécie le set de toute façon. J'apprécie vraiment. Il y avait la proposition que j'avais faite. J'avais présenté, j'avais demandé à la direction, la haute direction. Je leur avais présenté pourquoi ça avait fonctionné sur le groupe dans lequel on était intervenu. J'avais présenté un certain nombre de choses et je n'avais pas été aussi loin qu'avec vous aujourd'hui. Mais un des trucs que j'avais dit, et c'est la raison essentielle, c'est parce que le groupe avait voulu que ça marche. Et j'avais fait un slide, juste un slide. Le groupe avait voulu que ça marche. Parce que si le groupe ne veut pas, moi je peux gesticuler, faire des blagues, bouger. Moi, j'ai déjà eu des situations où c'est un peu, tu te dis, voilà, ça va être long, hein, parce que tu tentes plein de trucs, mais que des fois, on connaît, hein, il y a des raisons politiques. Ils n'avaient pas envie que ce soit tel consultant, ils préféraient que ce soit tel autre groupe de consultation, ils préféraient que ce soit un autre. Donc, ils traînent des pieds. Moi, j'ai vu tous ces trucs-là. Hein, quand on arrive à une seniorité, on se les frappe et on se les vit, puis il faut les affronter. Le groupe, je peux nommer Pierre, chez Hydro-Québec, c'est un bon groupe, quoi. C'était un très, très bon groupe. L'ensemble des gens avec qui j'ai travaillé, ils ont voulu, quoi. C'était dur pour tout le monde. C'était pour moi aussi, d'ailleurs, la pandémie, la virtualité, transformation agile, c'est quoi ce machin? Et alors, je ne sais toujours pas non plus. Et puis, pour autant, ils ont voulu, quoi. Et donc, à partir de là, moi, ce que je dis, c'est parce que vous l'avez voulu, quoi. Voilà. Après, oui, c'est sûr, j'amène des idées, on amène des trucs, mais ça, c'est super important. Alors, c'est sûr qu'il faut enclencher, mais voilà. Je pense que tu es un peu humble aussi, Frank, hein? Tu as dit quelque chose d'important tantôt par rapport à l'apport que tu as amené avec cette équipe-là dont j'ai été témoin au début, puis on a travaillé ensemble un certain temps. C'est que moi, de me mettre à la place de l'équipe et de voir, tu l'as dit tantôt, hein, tu étais engagé avec eux. Tu n'étais pas le théoricien qui arrivait avec un livre ou un manuel, un tome 1, tome 2, version 1, version 2. Tu arrivais avec un bagage d'expérience comme Christian l'a dit tantôt, je pense. Puis, ben, c'est ça. Fait que l'humilité, oui, mais tu étais avant tout engagé. Fait que c'est à ton honneur aussi.
Ouais, merci, mais tu vois, c'est pour ça que tu vois comment je le vends. Merci beaucoup, Pierre, hein. Franchement, ça me touche, mais parce que j'ai toujours, toi, le fonctionnement qu'on apporte, c'est comme le sport, en fait. C'est tu prends un coach je parle toujours du hockey, j'y connais rien, mais je connais bien le sport, mais le hockey, croyez-moi, ne me demandez pas d'être coach en hockey, mais par contre, je connais bien le sport. Un coach en hockey, bah, il fait tout, il fait plein de choses, il fait la vision, il va travailler avec l'organisation NHL, il va faire ci, il va s'assurer d'avoir les bons supports, la bonne maîtrise, la bonne d'entraînement pour les équipes, il va faire plein de choses, d'avoir le bon matériel et tout ce qu'on veut. Il faut il passe du stratégique aux opérationnels, aux opérations en permanence, quoi. Et puis il faut qu'il ait fait. C'est pas nécessairement un très bon joueur d'ailleurs, mais il a au moins joué une fois dans sa vie, peut-être de garage, tout ça. S'il a jamais joué, que ça n'intéresse pas de regarder un match de hockey, ça n'a aucun intérêt d'être coach assis. Et puis de toute façon, il perd la pertinence. Il va pas arriver devant un Sidney Crosby en disant bon, tu sais, Sidney, là, quand tu te fais un peu charger, il faut que tu restes concentré, te prends pas la tête avec les sinon tu perds tous tes moyens. Si moi je dis ça à Sidney qui n'a jamais joué, ok, il va me dire mais t'es qui toi t'es qui? Donc toi, c'est l'importance du 70-20-10, là, c'est pas de moi, hein, honnêtement. On peut changer les chiffres, hein. C'est pas l'idée, c'est que il y a une réflexion quand même, je pense que c'est super important, hein, les études, les certifications, etc. Mais la pratique terrain, quoi, c'est ça qui fait la différence. Et donc, pratiquer terrain, c'est même quand tu fais des stratégies, il faut avoir vécu au moins une fois dans ta vie ces stratégies que tu proposes, sinon tu manques de pertinence, quoi. Et donc, oui, donc tu es obligé d'être engagé. Ouais, c'est clair. Tu es obligé d'être un peu engagé par rapport à ça. Je vois Québec est dans la place. J'en Sébastien. profite pour saluer mes anciens collègues Pierre et Catherine. Salut. En tout cas, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Annie, est-ce que tu es là? Oui, je suis toujours là. Je vois qu'il y en a quelques-uns, malheureusement, qui ont dû quitter et qui te remercient, Franck. Mais il nous reste du temps, hein, s'il y en a qui veulent poursuivre la discussion, là, vraiment, là, on est là encore poser des questions, des commentaires, des faits vécus. Tout est la bienvenue. Tu as vu un peu d'évolution, Sébastien, par rapport parce qu'avec Sébastien, on avait travaillé pas mal au début ensemble sur l'approche, justement. Malheureusement, après, il nous a quittés. Peut-être qu'il a trop travaillé avec moi, il en a eu marre, il est parti. C'est peut-être moi la raison pour laquelle il est parti. Je voulais Ailleurs, voir sur si je d'autres ne horizons. regrettais pas. Non, je ne regrette pas d'être parti. Mais est-ce que tu as vu des évolutions? Parce qu'on avait quand même mis pas mal de trucs ensemble. Oui, ben, ça se bonifie avec le temps, l'approche. Le fond reste le même. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté pragmatique de cette approche et qui va vraiment dans ce qu'on connaît en agilité, dans le fait de segmenter, c'est peut-être pas les bons mots, mais de segmenter nos activités, puis de prendre des petites bouchées. Et c'est ça que de toute façon, tu as éprouvé, toi, tu l'as mis en place. Donc, non, c'est bien représenté dans ce que tu as montré. Si seulement on pouvait le mettre en place partout, mais ça prend du courage. Et ça, c'est ce qui manque le plus dans les organisations. Puis je peux en parler en connaissance de cause, puisque je suis dans une organisation privée. Le courage d'adopter des nouvelles façons de faire, des nouvelles approches, même si ce n'est pas nouveau, l'agilité, ben, ce n'est pas tout le monde qui l'a. C'est plus rassurant de faire des choses qui ne marchent pas, mais qu'on connaît. Et c'est vrai, hein, on a tendance à reproduire. Alors, c'est bien de reproduire parce qu'il faut se servir de ce qui a été fait. Moi, mon débat aujourd'hui, hein, d'ailleurs, c'est mon débat avec les groupes de consultants, c'est de dire que le monde change. Je pense qu'il est temps qu'on se serve de la force de frappe, des connaissances de plein de gens brillants partout, initiales, mais de l'apporter différemment parce que le monde est en train de changer et le monde va vouloir voir d'autres choses. Donc, c'est un peu mon débat aujourd'hui. Donc, je te rejoins parce que, par contre, c'est quand tu présentes un truc qui est un peu différent, un visuel, enfin une façon de faire qui est un peu différente, ça peut, les gens peuvent dire, ah, c'est marrant ton truc, mais bon, ça me paraît, attends, on va pas y aller. Par contre, une fois que tu es sur place, moi, quand je suis entré chez Hydro, je ne l'ai pas abordé comme ça. Les groupes en question avec qui j'ai travaillé, ils ont tout de suite été ouverts. Toi, ils auraient pu dire, ils auraient pu continuer à dire non.
bah, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi ton truc là? Attends, on va faire ça, gestion de risque, on va faire truc. Mais... Non, 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 toi, ils ont embarqué en fait, quand même. C'est ça qui était intéressant. Puis on a vu des résultats assez rapidement du coup. Mais tu as raison, hein, mais je pense que la maturité des entreprises y est de plus en plus. Hein. C'est pour ça, comme je dis, hein, moi, peut-être je suis à 10 ans, allez, je vais encore travailler 10 ans, mais je vais pouvoir lâcher tout ça. Hein, tu sais, Catherine aussi, Pierre. Et puis on verra, quoi. Parce que dans 10 ans, après, moi, j'allais pêcher dans un lac et puis je laisserai la nouvelle génération continuer en espérant d'avoir laissé une petite trace sur ce qu'on appelle l'agilité, parce qu'il y a quand même, je le disais au début, il y a plein de trucs là-dedans. Et tout le monde utilise ce terme-là pour dire n'importe quoi. Du coup, ça joue contre ce mot-là, d'ailleurs. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben non, c'est pas de l'agilité. Ce qu'on fait, c'est simplement, on prend une organisation, on va sur le cœur de métier et on essaye de faire un truc qui soit évolutif dans ce monde qui est compliqué, de faire un truc souple dans ce monde qui est compliqué, puis de la rendre autonome. Voilà. D'où, toi, pourquoi j'ai tourné cette présentation par l'organisation apprenante. Voilou, voilou. Du coup. Ben merci. S'il y en a parmi vous qui veulent partager le contenu de ce soir, la vidéo va être disponible sous peu sur notre chaîne YouTube. Je vais aussi vous la partager, là, tous les gens qui étaient inscrits ce soir. Donc, si vous voulez répandre ces belles paroles, libre à vous. Puis au début, en fait, venez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir, c'est ça, les trois conférences que Franck a données sont sur notre chaîne, donc celle de janvier, celle d'aujourd'hui et celle qui était un petit peu plus tôt cet automne, au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Vous allez pouvoir trouver ça et beaucoup d'autres contenus, évidemment. Ben, sinon, moi, je dirais merci à Franck pour ce soir. Vraiment, c'est super apprécié. Beaucoup de gens semblent avoir apprécié ta conférence, si je me fie au chat, du moins. Je vois des applaudissements virtuels et physiques. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir. Et puis bah, écoute, bonne continuation aussi, toi Annie. Hein. merci. C'est ça. Vous aurez la chance de rencontrer ma remplaçante, en fait, Kim, qui va arriver au cours du mois d'avril. Donc, peut-être que vous allez me voir un peu encore à gauche, à droite, mais sinon, ça fait un plaisir aussi là, de vous côtoyer tous et toutes pendant ces quelques dernières années. Allez, merci à vous. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Merci.